Ratatatatatatatata. Yeah, man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah, man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Bienvenue sur le plateau de Laisser parler les gens. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir 4 femmes de cœur et d'engagement avec qui nous allons évoquer la journée internationale des droits de la femme. Journée célébrée le 8 mars de chaque année. Il faut rappeler que c'est depuis 1977 que l'Organisation des Nations Unies a institué cette journée. Mais il faut aussi savoir que c'est depuis le début du siècle passé, aux États-Unis notamment, mais aussi en Russie, que cette date a été choisie, notamment par Lénine. Ça ne s'invente pas, c'était en 1921. Nous allons donc évoquer toutes ces années au cours desquelles la femme a acquis des droits dans certains pays. Dans d'autres, ça s'est fait à un rythme un peu différent et nous allons donc essayer de comparer et tirer un bilan. Pour en parler, je reçois Latifa Haït Bala, qui est vice-présidente de MR International. Elle est également présidente de l'ILFAC, l'Institut libéral de formation et d'animation culturelle. Bonjour Latifa. Bonjour. Je reçois également une femme de culture. Il s'agit d'Awa Sensar. Elle est comédienne. Elle est également présidente de Linger, qui organise chaque mois ici à Bruxelles des cafés littéraires. Awa Sensar, merci d'avoir répondu à notre question. Bonjour également à Dr Choucha, qui est gastro-entérologue, présidente honoraire de l'Union des femmes africaines. Vous avez pendant 4 ans assumé ces fonctions. Merci de répondre à nos questions. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et nous recevons également Christiane Azio, qui est la vice-présidente de AI Compassion Ubuntu. Merci. Merci à vous. Et donc, ensemble, nous allons, comme je l'ai dit, évoquer le chemin parcouru durant toutes ces années. Je vais commencer par vous, Latifa Haït Bala. J'ai présenté votre première casquette, vice-présidente de MR International. Parlez-nous en quelques mots de l'ILFAC, mais également de Remède. Alors d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Alors, l'ILFAC, c'est l'Institut libéral de formation et d'animation culturelle. C'est une association qui est libérale et c'est une des 4 associations libérales qui est reconnue en éducation permanente par la communauté française. Il faut savoir qu'il y a 300 associations reconnues et en fait, au niveau des libéraux, il n'y a que 4 associations. Ce que nous faisons, c'est essentiellement organiser des formations et des conférences-débats autour des problématiques qui touchent la société, le vivre ensemble. Et notamment, hier, pas plus tard qu'hier soir, nous avons organisé une conférence autour de la question de l'entrepreneuriat au féminin en Belgique. C'est-à-dire que vous êtes au cœur de la problématique des femmes. Awa Sensar, Linger ASBL, de quoi s'agit-il? Linger ASBL, c'est une association de femmes, disons, mais qui a été initiée par des femmes sénégalaises. Donc, Linger, ça veut dire des femmes engagées, des femmes courageuses. Et quand on l'a mis en place, des femmes de nationalités diverses nous ont retrouvées. Et voilà, on organise notamment le café littéraire, mais on organise aussi des rencontres thématiques et on essaie de donner de la visibilité aux femmes. D'accord, on aura l'occasion d'approfondir au cours de l'émission. Je me tourne vers vous, docteur Choucha Etchoko. Je l'ai dit, vous êtes gastro-entérologue, mais vous êtes présidente honoraire de l'Union des femmes africaines. En quelques mots, quels sont les objectifs de cette association? Exact. Donc, je suis présidente honoraire de l'Union des femmes africaines que j'ai présidée pendant 4 ans. L'Union des femmes africaines a été créée en 1998 au moment où il y avait des conflits justement dans les pays de Grand Lac, par des femmes qui ont voulu transcender la différence en se disant, bon, nous sommes des femmes d'origine d'ailleurs, du Congo, du Burundi, du Rwanda, mais nous avons un point commun, nous sommes des femmes et nous sommes victimes des violences pendant la guerre. Et donc, elles se sont unies pour pouvoir justement créer une association pour promouvoir la femme africaine, pour lutter contre les inégalités dont est victime la femme africaine, quelles que soient les origines de la femme africaine. Et donc, depuis bientôt 20 ans, l'Union des femmes africaines
africaine existe. Et donc, on essaie chaque année, tous les 2 ans, de faire non seulement de promouvoir la femme, mais également de changer la présidence en essayant de voir toutes les autres nationalités au sein de l'Union des femmes africaines afin que chaque nationalité apporte une plus-value à l'Union des femmes africaines pour pouvoir mener à bien le combat pour la femme africaine. Message reçu 5 sur 5. Je me tourne à présent vers vous, Christiane Azio. Vous êtes avocate, également vice-présidente de High Compassion Ubuntu, SBL. Oui. Vous êtes originaire du Burundi. Quelles sont les missions, les objectifs de votre SBL ? Alors, merci de m'inviter pour être auprès de ces femmes, de ces 6 grandes femmes. Alors, High Compassion Ubuntu, c'est une association qui vise à lier l'empathie et l'action. Et c'est une association qui a été mise sur pied par Alison Kaneza, qui est également d'origine burundaise, et pour qui elle nous a transmis aux membres fondateurs de High Compassion Ubuntu cette envie de rappeler aux gens d'avoir plus de compassion envers autrui. Et donc, en gros, cette association vise à... Et on a déjà commencé quelques activités, notamment de levée de fonds, et nous visons à autonomiser les femmes victimes de violences sexuelles dans la région des Grands Lacs. Alors c'est très bien parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons ensemble parler de cette journée internationale des droits de la femme. Je l'ai dit, célébrée un peu partout dans le monde. Le but étant de réfléchir sur le chemin parcouru. On sait que l'objectif, c'est d'arriver à une égalité homme-femme. On va essayer de voir si c'est tout à fait envisageable ou si c'est encore un doux rêve. Je vais me tourner vers vous, docteur Choucha et Choko. Durant les 4 ans où vous avez présidé l'Union des femmes africaines, est-ce que la problématique de la femme et sa place dans la société était pour vous une priorité ou un combat de tous les jours ? C'est une priorité absolue. On ne peut même pas se poser la question parce que c'est d'une évidence. Évidemment, on se rend compte que les femmes ont toujours lutté pour pouvoir obtenir une reconnaissance afin de pouvoir aller de l'avant. Et pendant ma présidence et bien avant que j'ai présidé l'Union des femmes africaines et par la suite, j'ai toujours milité en ce sens que je me suis rendu compte que dès la petite enfance, il y avait déjà une inégalité. Et par exemple, pour l'accès à la profession, pour l'accès aux études, les femmes, la petite fille n'est pas poussée aux études parce qu'elle est une fille. Elle doit rester à la maison pour aider la maman. Elle doit aider le frère qui rentre à l'école. Elle doit aller puiser l'eau pour que le frère aille se laver et pour que la maman fasse le repas. Et donc, dès le départ, il y a une inégalité. Et avec le temps, cette inégalité se creuse. Et puis, on se rend compte qu'arrivée à l'âge adulte, elle est obligée l'âge adulte, elles sont même mariées plutôt très jeunes. Et elles perpétuent cette inégalité. Elles vont encore éduquer leurs enfants dans cette inégalité. Et par conséquent, avec le temps, elles continuent toujours à être pauvres, à se sentir exclues. Elles sont exclues de la société. Elles sont exclues du développement. Et donc, tout cela est un combat. C'est un combat de tous les jours. On ne peut pas se dire seulement pendant les 4 ans de ma présidence, je devais agir pour pouvoir émanciper la femme. Non, ça doit être un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours pour chacune d'entre vous, mesdames, arriver à cette fameuse égalité homme-femme que beaucoup appellent de leur vœu. Latifa Aïdbala, votre engagement ne fait aucun doute, mais quelle est votre perception de cette journée internationale des droits de la femme ? Alors moi je trouve qu'il était assez intéressant que vous rappeliez justement historiquement à quel moment la journée internationale de la femme a été lancée. Et quand on regarde d'année en année, on a le sentiment que finalement très peu de choses ont avancé. Et donc quand on célèbre cette journée internationale de la femme, je me dis mais enfin ici peut-être effectivement il y a eu des avancées. Bon, elles sont naturellement relatives, mais il y a d'autres contrées à travers le monde où les avancées sont encore... Je dirais même qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de retard. Et donc, j'ai beaucoup de peine. Je peux difficilement célébrer cette journée internationale, en fait, de la femme. Alors, il y a une différence entre la journée internationale de la femme et la journée internationale des femmes. Ici, on a plutôt tendance à célébrer la journée internationale de la femme parce qu'on a un regard positif de la chose. Alors que la journée internationale des femmes, c'est vraiment mesurer encore toute la marge qui nous reste
à construire avant de parvenir à une éventuelle égalité des droits. Et donc, c'est pour ça que je suis très mitigée finalement par rapport à cette journée. Et je me dis que le jour où on ne célébrera plus cette femme, en tout cas par rapport à cette journée internationale, eh bien ce jour-là, on aura gagné. On n'en parlera plus et ça devrait être quelque chose de tout à fait naturel. Je crois que tant qu'on parle de la journée internationale des femmes et tant qu'on est en train de se battre au quotidien pour qu'on puisse avoir une égalité de droits, eh bien c'est que voilà, il y a encore toute une marge et un pan à travailler et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc vraiment, la mesure est encore énorme. Alors, à Ouassensar, on sait que les Russes, eux, célèbrent cet événement depuis 1921. Tout à fait. Depuis 1977, les Nations Unies ont donné une dimension juridique à cette journée, puisqu'on parle de la journée internationale des droits de la femme. Même question que Latifa Aïdbala. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est toujours pertinent de célébrer un tel événement? Moi, en je 2016. suis tout à fait en phase avec Latifa, le jour où les filles seront alphabétisées, aucune fille mariée contre son gré. Je pense que voilà, on aura atteint l'objectif et on ne célébrera plus cette journée. Mais en même temps, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a quand même un parcours assez impressionnant partant des 4 conférences internationales, celle de Mexico, en 1975. Tout à fait. La seconde, celle de Beijing, je crois, Nairobi et Copenhague. Donc quand même, il y a eu des avancées au niveau des droits des femmes parce que chaque conférence internationale a été l'occasion de revisiter le parcours qui a été fait, mais aussi de voir l'orientation des futures générations de femmes. Mais évidemment que tout n'est pas parfait. Au niveau de la parité, on en parle beaucoup, mais peut-être qu'on en reviendra. Bien évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Christiane Azio, alors, je l'ai dit, vous êtes vice-présidente de High Compassion Ubuntu. Vous prônez, je dirais, la compassion. La femme mérite toute votre compassion, j'imagine. Oui, tout à fait, comme tout être humain. Et le fait que cette association ait été pensée par une femme n'est pas, je pense, un fruit du hasard. Dans le sens où je pense que les femmes, nous avons cela de plus, que nous avons cette intelligence émotionnelle et intellectuelle qui, combinées, font de nous, je pense, des personnes, des humains encore plus forts. Et alors, pour revenir à ce que vous venez de dire, je pense que quand on voit, par exemple, au Burundi, où la femme ne peut pas hériter encore, c'est quelque chose de très, je pense, de très grave dans la mesure où, dans une famille, on a toujours cette différence. Le garçon sait qu'il est supérieur à la fille. Et il y a beaucoup d'exemples en Afrique et même dans d'autres pays. Et effectivement, en tant que le fait qu'une femme soit présidente, le fait qu'une femme soit à la tête d'une grande organisation soit une particularité, montre bien que cette journée vaut bien la peine d'être célébrée. Alors, il faut rappeler qu'à l'échelle mondiale, chaque journée de la femme, on le voit depuis plusieurs années, aborde un thème précis qui est fixé par les Nations Unies et qui donne lieu évidemment à de nombreux débats. À titre d'exemple, en 2011, par exemple, eh bien, le thème, c'était l'égalité d'accès à l'éducation, à la formation et aux sciences technologiques. Ensuite, en 2012, nous avions comme thème autonomiser les femmes rurales, éradiquer la faim et la pauvreté. En 2013, c'était la réflexion qui portait sur une promesse et une promesse. Il faut passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Alors, on le voit, chaque année, une thématique proposée par les Nations Unies. Je serais tenté de dire, peut-être un peu avec un esprit de provocation, beaucoup de thématiques, mais pour en fait très peu, je dirais, d'évaluation. On a l'impression qu'on multiplie chaque année les thèmes, comme pour se donner, je dirais, bonne conscience. Alors si on devait aujourd'hui, de manière tout à fait objective, parler des avancées réelles pour la femme, et là vraiment je lance le débat, je me tourne vers vous, docteur... Voilà, et Kouchou Choucha, excusez-moi, pour que vous puissiez nous dire si, de votre point de vue, avec les mouvements qui ont été observés dans différents pays, notamment européens, est-ce qu'il y a eu un impact sur le continent africain? Et si tel est le cas, quelles sont les avancées qui, de votre point de vue, sont vraiment importantes à épingler? Mais je ne pense pas qu'il faille comparer les femmes
d'Occident et d'Europe en termes d'avancée. Parce que ce qui nous paraît être une avancée, par exemple, en Afrique, ne l'est peut-être plus ici depuis très longtemps. Mais Donc, en même temps, je m'excuse de vous interrompre, mais il faut savoir que en RDC, par exemple, les femmes ont commencé à voter avant les Suisses, avant les Suissesses. En Suisse, c'est arrivé après la RDC, donc c'est un exemple un peu extrême, mais qui montre bien que ça reste relatif. C'est exact ce que vous dites. En effet, que en RDC, les femmes ont voté avant les Suissesses, mais est-ce qu'elles avaient réellement accès au vote? Est-ce qu'elles avaient les outils pour comprendre exactement pour qui elles votaient, ce qu'elles votaient? Est-ce que il y avait des femmes qui étaient candidates? Donc il faut voir, il ne suffit pas seulement d'avoir l'outil de vote, il faut également avoir des femmes qui nous représentent. Et je ne pense pas que la RDC brille par la parité au plus haut sommet de la gestion de l'affaire publique. Alors en tout cas, vous avez lancé le mot parité, on y reviendra de toute façon tout à l'heure. Latifa Aïdbala, même question là aussi. On a quand même le sentiment que cette journée, c'est chaque fois un moment clé où l'on tient à faire un inventaire de ce qui s'est fait durant ces longues années, avec un objectif, presque une obsession, c'est l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est un objectif qui, de votre point de vue, reste réaliste ? En tout cas, c'est un objectif qui est, à mon avis, qui doit être l'objectif à atteindre. Il est évident que je ne pense pas qu'on arrivera à une parité pleine et entière, totale. Est-ce qu'il y a une différence entre égalité et parité ? Alors, la parité, ce n'est pas l'égalité. La parité, je pense que c'est un principe qu'on applique beaucoup plus en politique. Alors que l'égalité, d'abord, quel type d'égalité voulons-nous ? Je veux dire, l'égalité, ce n'est pas non plus... c'est à vous de me dire. Voilà, je suis le seul homme sur le plateau, je me sens un peu seul. Dites-moi, mesdames. Non, mais je crois que il faut, à mon avis, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est que il faut pouvoir permettre aux femmes d'avoir leur place de manière pleine et entière au sein de la société. Et on ne peut mesurer l'égalité, la parité et quelques concepts que ce soit finalement que si on peut y mettre toute une série de critères. Je m'explique. Si à la base, donc l'éducation des petites filles et de petits garçons est identique, on constate bien à partir déjà disons que la société en fait construit le rôle des filles et des garçons. On donnera une poupée à une petite fille, on donnera un pistolet à un garçon. Donc déjà, au départ, on construit cette petite fille avec autour de toute une série de clichés. Donc la petite fille, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle soit aimante, il faut qu'elle soit ceci, alors que le garçon, il faut qu'il soit combatif, etc. Et donc on oriente dès la naissance le rôle social que les garçons et les filles, en fait, vont pouvoir jouer. Vous auriez aimé que les filles jouent au football, par exemple, Absolument. Et les garçons à la poupée. Moi, je vais vous dire, j'ai une fille, mais dès le départ, c'était pas la poupée, c'était la poupée et le pistolet. Et je l'ai toujours habillée avec une robe et un sweat. Je veux dire, je n'ai jamais fait de différence, en fait. Je n'ai pas de garçon, donc je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais un garçon. Mais en tout cas, pour ma fille, il est clair que je n'ai pas fait de différence avec un petit garçon. D'accord. Alors, Awa Sensar, là, véritablement, nous entrons dans un débat presque philosophique, puisqu'on parle d'identité. On parle au fond de cette perception que l'on a du monde avec cette différenciation, je dirais, entre les sexes. Vous êtes originaire du Sénégal. Même question, hein, au fond. S'il y avait des avancées à épingler, quelles seraient ces avancées? Et s'il y a des freins encore aujourd'hui, quels sont ces freins? Moi, je dirais, au niveau du Sénégal, parce que l'Afrique, elle est vaste, c'est une multitude de pays avec des réalités plurielles. Au Sénégal, au niveau politique en tout cas, au niveau de la parité, l'Assemblée nationale est passée de 23%, en tout cas au niveau des femmes, de la présence des femmes à 43%, ce qui est très, très intéressant. C'est un des taux les plus importants d'Afrique avec le Rwanda, je pense. Le Rwanda, oui. Le Rwanda est en tête. Aussi, au niveau des lois, la loi sur la nationalité, parce que la femme sénégalaise, depuis 1960, depuis les indépendances, ne pouvait pas transmettre la nationalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. La femme sénégalaise peut transmettre la nationalité par le mariage. Pourquoi ce n'était pas possible avant? Juste pour ceux qui nous suivent, pourquoi c'était compliqué avant?
de pouvoir transmettre. C'était pas que c'était compliqué, parce que je pense que les combats ont toujours été menés. Les femmes dans tous les pays d'Afrique ont mené des combats. Mais je pense qu'aussi, au niveau des sociétés, il y a souvent des zones de résistance où les gens ne s'approprient pas tellement cette notion de la citoyenneté individuelle, et ça bloquait quelque part, et aujourd'hui c'est une réalité. Donc ça, c'est très important. Au niveau social, je pense que nous les femmes, nous avons aussi un rôle à jouer dans ce combat, au niveau même de nos maisons. Mais ce rôle, vous l'avez déjà, il me semble. Hein, oui, mais au niveau de comment, ça a été dit ici autour de la table, comment nous éduquons nos enfants. Est-ce que nous sommes prêtes à éduquer nos enfants de la même manière? Est-ce que nous pouvons donner la chance à une fille comme on en donne à un garçon? Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a aussi des choses à faire. Et aussi que les femmes s'approprient cette notion du pouvoir, parce que aussi, c'est comment on aborde la vie. Souvent, les femmes, nous sommes trop en retrait. J'ai reçu dans les cafés littéraires une femme magnifique qui a écrit « La femme qui ose ». Je pense qu'il faut à certains moments oser aller à l'avant, ne pas toujours se mettre à l'arrière. Alors, Christiane Nazio, même question, une fois de plus, mais avec quand même ce corollaire, est-ce que la barrière culturelle peut être effectivement un obstacle? On l'a dit tout à l'heure avec Latifa Idbala, le rythme au niveau de l'émancipation ou du développement de la femme ne s'est pas fait de la même manière selon que l'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Je l'ai dit, vous êtes originaire du Burundi. Comment ça se passe là-bas? Et même question, s'il y avait des avancées à épingler, quelles seraient ces avancées? Alors, effectivement, au Burundi, on ne peut pas dire qu'on est resté à l'écart par rapport aux différentes évolutions en termes de droits des femmes. On a de plus en plus d'associations de femmes. On a 30% de femmes au niveau du gouvernement. C'est dans la Constitution. C'est déjà une grande avancée. Et il y a une expression burundaise qui est, je pense, j'espère en tout cas, qui relève de l'ironie. On disait que le diplôme d'une femme, c'est un mari. Absolument. Je pense que... oui. Non. Moi, je le dis et aussi. je pense que ça, c'est... Moi, je le dis aussi. Oui. C'est quelque chose... Cherchez la femme. Hein. Oui, c'est ça. Donc, oui. Ça reste quand même une preuve que la femme ou la fille n'est pas au même niveau en termes d'éducation que le garçon. Et comme les autres l'ont dit, au sein du cercle familial, on a tendance à donner plus de responsabilités qui relèvent de la force physique à un garçon et à donner la poupée. Et ça, c'est notre société commerciale qui veut ou qui nous l'impose, et on accepte bien sûr de jouer à ce jeu-là. En même temps, on voit que les femmes, les filles qui sont en devenir, accèdent de la même manière que les garçons aux études, finalement. Voilà, cette différenciation se fait à quel niveau? Parce que là, il n'y a pas d'entrave. Toutes les filles peuvent aller étudier. Effectivement. Mais ce sont les orientations. J'aimerais peut-être aussi rebondir, c'est vrai qu'on a parlé qu'on doit pousser la fille à étudier, etc. Mais ça doit être aussi une politique, ça doit être aussi pris au niveau étatique. Il faut qu'il y ait une volonté étatique de pousser la petite fille à aller à l'école, pas forcément au niveau du cercle familial. Et je pense que si chaque famille dans son coin pousse la petite fille pour aller étudier, etc., c'est très bien, mais il faudrait qu'il y ait une cohorte de petites filles. Il faudrait qu'il y ait sur 100 filles, il y en ait 99 qui aillent à l'école. Et donc, je pense que s'il y a une cohorte de filles, la seule fille, toutes les filles vont pouvoir avoir accès à la scolarité. Et donc, ça doit être une volonté politique. Alors, cette volonté politique, nous allons... Latifa, allez-y. Oui, juste pour rebondir par rapport à cette volonté politique, je crois qu'effectivement, le vrai problème, c'est l'orientation. Oui. Effectivement, donc, on a des taux de scolarisation, même au niveau universitaire, qui sont importants. Mais quand on regarde les filières qui sont choisies, on se rend compte que finalement, c'est très culturel et c'est très lié à l'éducation des jeunes filles. Elles vont beaucoup plus s'orienter vers le littéraire, vers le philosophique, etc. Moins plus vers des filières qui sont scientifiques. Et donc, on va retrouver d'emblée, justement, les hommes dans les postes clés. En même temps, je suis tenté de dire, Latifa, vous êtes originaire du Maroc. Oui, absolument. Un pays comme le Maroc et la Tunisie sont souvent cités en exemple, notamment pour le statut de la femme, on le sait, parmi les plus évolués du monde arabe. Mais est-ce que l'on peut transposer, en fait, cette évolution-là dans les pays d'Afrique subsaharienne? Vous parliez effectivement de filières, mais là, nous parlons quand même d'une culture, je dirais, quasi traditionnelle, héritée des
sociétés, je dirais, patriarcales. Complètement patriarcales. Mais justement, quand on vous dit que si vous avez des responsabilités, de très hautes responsabilités, vous risquez de ne pas avoir un mari. Et Exact. que dans le cercle familial, on a tendance à vous mettre cette petite puce dans la tête. Oui, tu peux aller à l'école, oui, tu peux aller à l'université, tu peux avoir un doctorat, etc. Avec le risque de te retrouver, de finir seule, une vieille fille. Et avec nos sociétés où on donne tellement d'importance au qu'en dira-t-on, aux voisins, à ce que pense la famille, ça reste un blocage. Peut-être dans le subconscient, peut-être, on se dit, je vais peut-être pas être ingénieur, je vais plutôt être, me limiter. Comment ? Être ingénieur, mais pas trop. Je vais pas trop pousser parce que sinon je risque de me retrouver vieille fille, etc. Et être rejetée finalement dans nos pays qui sont un peu comme des villages, à être la risée du village. En tout cas, nous y reviendrons en seconde partie, car nous aurons marqué une petite pause. On revient tout de suite, toujours sur Radio Beauté, la voix de la diaspora africaine.